Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de communication. Tout est communication. Les liens que vous avez avec les autres êtres humains, qui sont des liens extrêmement importants puisque l'être humain est un être de lien. S'il n'y a pas de lien, tu meurs. Les liens passent par cette communication. La construction du lien, c'est de la communication. Vous prenez un homme, une femme, un couple, vous avez le lien qui est au milieu. Qu'est-ce que tu mets dans le lien? Qu'est-ce que met l'homme dans le lien? Qu'est-ce que met la femme dans le lien pour que la relation se passe le mieux possible et puis que les choses fonctionnent correctement? Le lien a une existence propre. Si tu comprends ça, déjà tu vas bien comprendre comment fonctionne la communication. Le lien est une partie à part entière. Dans un couple, vous avez trois entités. Vous avez l'homme, la femme et le lien. Je mets quoi dans le lien? Tu mets du fuel sur du feu. Et toi, tu mets de l'eau sur du feu, donc tu éteins le feu. Donc c'est vraiment très important de savoir prendre le recul et de dire qu'est-ce que tu mets dans la relation, qu'est-ce que tu mets dans le lien, tu mets rien du tout. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, s'il y en a un qui met beaucoup et l'autre qui met rien, il y a une des parties qui va être frustrée et ça va être le début du commencement de la rupture. Alors, la communication, elle est partout en permanence. Pourquoi? Parce qu'elle passe à travers nos sens. Et l'être humain a 5 sens et à travers tous ces sens-là, il communique et surtout, il reçoit de la communication. Plus que le fait d'émettre et de transmettre quelque chose, il va énormément recevoir. Alors, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo fonctionne exactement de la même manière pour la communication individuelle, quand vous êtes deux personnes, vous communiquez ensemble, et la communication collective, quand tu es par exemple un manager ou un chef d'entreprise, que tu communiques à toute ton équipe, que tu vas changer ton lieu de production ou que tu vas déménager les locaux de l'entreprise. Tu vas communiquer cela à tous les collaborateurs de l'entreprise, et évidemment qu'en fonction des récepteurs de l'entreprise, puisque tu as 100 collaborateurs, mais tu as 100 personnalités différentes. Et donc, en fonction de leur récepteur personnel, évidemment que le message va être différent. Ils vont recevoir le message différemment. C'est un petit peu l'image du téléphone arabe que tout le monde connaît. C'est-à-dire que tu fais une chaîne de 10 personnes, tu dis une phrase à la première personne, et quand tu arrives au bout de la chaîne, plus la chaîne est longue, plus la déperdition va être énorme. Quand tu arrives au bout de la chaîne, la phrase de départ, elle n'a plus rien à voir. Tu vas avoir une déperdition par rapport au message, les mots qui vont être utilisés. Si c'est une phrase un petit peu longue, les gens vont changer les mots. Puis après, il va y avoir tout l'aspect hors verbal, puisqu'on sait aujourd'hui, parce qu'il y a suffisamment de formation, suffisamment de contenu disponible pour que les gens puissent s'informer, du fait que la communication est à 70% non verbale, c'est-à-dire qu'elle n'a rien à voir avec les mots. Mais attention, parce que les mots sont également extrêmement importants. Avec un mot, tu peux caresser quelqu'un et puis tu peux aussi le blesser. Un mot, ça peut être une épée que tu enfonces dans la poitrine de quelqu'un. Donc, il faut faire extrêmement attention au fait de s'imaginer que, ok, 70% de la communication, c'est non-verbal, mais il y a le verbal aussi. Il y a le verbal. Et quand tu associes le non-verbal plus le verbal, plus les mots que tu vas utiliser, eh bien, tu peux faire très très mal aux gens. Et puis, tu peux aussi faire en sorte que tout se passe bien dans ta manière de communiquer les choses. Et donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner les grands principes de la communication qu'il faut bien comprendre avant de regarder la suite des vidéos, puisque je vais lancer une série sur la communication. Donc, c'est important déjà de comprendre les bases et les grands principes de la communication. Évidemment, je vais vous faire des petits schémas. Comme ça sera plus facile pour comprendre. Mais à partir du moment où tu comprends ça, déjà, tu vas être beaucoup plus efficace pour communiquer. Si déjà, le premier truc que tu comprends, c'est de te dire, ok, ça passe par tous les sens. Donc, si tu vas à un entretien d'embauche et que tu es habillé n'importe comment, tu communiques. Tu communiques quelque chose. Quelqu'un qui vient te voir et qui est habillé en costume cravate, déjà, il communique autre chose. Quelqu'un qui sent mauvais communique autre chose. À partir du moment où tu passes par tous les sens, tu as le visuel. La personne, elle va te regarder et puis elle va tout de suite capter des choses avec le regard. Et ensuite, ton cerveau va filtrer ce que tu vas voir en fonction de ton caractère, ta réalité. On va le voir juste après. Donc l'idée, c'est de comprendre que tu peux déjà influencer. Tu peux déjà communiquer avec ton apparence. Tu peux communiquer avec ton apparence. On dit souvent que l'habit fait pas le moine. C'est faux. L'habit fait le moine. Tu vas pouvoir communiquer avec ton apparence. Si tu veux escroquer quelqu'un, si tu viens habillé comme un SDF et que tu sens mauvais, ça ne fonctionnera pas. Si il s'adonne à l'escroquerie à distance, ce ne seront pas les mêmes techniques puisque là, il sait qu'il a 30% de verbal pour convaincre la personne à l'autre bout du fil de faire quelque chose qu'elle n'a pas forcément envie de faire. Et donc évidemment que ce ne sera pas du tout la même technique. Mais l'apparence, c'est déjà de la communication, donc c'est extrêmement important de comprendre ça. Dès que tu veux communiquer quelque chose, tu sais que tu vas pouvoir le faire avec ton apparence, avec ton odeur, avec le toucher, avec le son. Et le son, vous voyez, si je te dis « Écoute, maintenant tu commences à m'énerver », voilà. Et si je dis, écoute, maintenant tu commences à m'énerver, ça n'a rien à voir.
Ce sont exactement les mêmes mots, mais le son que va entendre le récepteur n'a rien à voir. Et donc, ça va tout changer dans la communication. Donc déjà, bien comprendre que tu peux communiquer avec tes sens. Et surtout, tu reçois la communication avec tous tes sens. Tu arrives dans un appartement où tu as été invité et quand tu rentres dans l'appartement, tu as froid. Si tu aimes avoir chaud et que tu rentres dans un appartement où il fait froid, déjà, tu vas pas te sentir bien. Ensuite, tu vas regarder autour de toi, tu vas voir que la décoration, tu vas voir que la déco, tu ne l'aimes pas non plus. Puis la musique que tu vas entendre ne te plaît pas. Et à partir de là, ça y est. Les éléments de réception, de communication que tu as reçus vont te mettre dans une mauvaise disposition. Et déjà, il y a une certaine fermeture qui va se créer. Allez, c'est parti, je vais me mettre sur le petit bureau. J'ai fait mon petit schéma d'avance pour pas qu'on perde de temps quand je suis en train d'écrire. Et donc, on y va. Les grands principes de la communication. Et vous allez voir que c'est assez passionnant. Et à partir du moment où tu comprends ça, déjà, tu vas réfléchir différemment quand tu vas avoir quelque chose à communiquer à quelqu'un. Parce que finalement, c'est de la stratégie. Et une fois de plus, alors là, on est en plein dedans. C'est un geste technique. Souvent, les gens pensent que l'hypnose, c'est tu vas hypnotiser les gens avec tes yeux, tu sais, avec ton regard. Souvent, ça vient de Mesmer qui a un regard bleu très incisif, très perçant. Et donc, c'est très impressionnant. Et les gens imaginent que finalement, tu vas en hypnose grâce à ce regard, grâce au pendule, tu sais, voilà. Alors que finalement, pour créer un état d'hypnose, l'induction en hypnose, c'est de la communication. Ce sont des mots qui vont t'entraîner en état d'hypnose et absolument pas le regard ou le pendule qui se balance comme ça. Même si effectivement, tu peux utiliser ces techniques-là pour essayer d'aller induire en hypnose. Mais en général, c'est des techniques conversationnelles qui font que tu vas partir en hypnose. Donc, vous voyez que les croyances, il y en a quand même beaucoup. Premier principe. Premier principe de la communication, c'est l'écart entre la réalité et la représentation de la réalité. Une fois de plus, on y est encore. En fonction de la personne avec qui tu vas communiquer, l'écart entre la réalité et la représentation de la réalité va être à la base du fait qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas ce que tu vas lui dire. Les personnes avec lesquelles tu vas communiquer n'ont pas la même réalité que toi, ne voient pas la même chose que toi. Toi, tu vois l'herbe verte et eux, ils voient l'herbe bleue. Et à partir de là, il va y avoir déjà un énorme blocage. Et donc, il va falloir que tu te mettes à leur niveau pour être capable de communiquer correctement. Sinon, ça va être très compliqué. Si tu veux expliquer quelque chose à ta fille de 5 ans, ce n'est pas du tout la même technique de communication que tu vas utiliser pour expliquer la même chose à un adulte de 40 ans. C'est complètement différent parce que les réalités ont évolué, ont changé, ce ne sont plus les mêmes. Un enfant qui est jeune, il a juste envie de rigoler, de s'amuser et d'apprendre. Il n'a pas envie que tu lui expliques qu'il faut être responsable, qu'il faut faire attention à bien ranger sa chambre, parce que c'est très important pour son avenir. Donc ça l'intéresse pas du tout. Donc tu vas être obligé d'utiliser une technique différente en fonction de la réalité de la personne qui est en face de toi. Quand tu es un chef d'entreprise et que tu veux annoncer à tous tes collaborateurs que tu vas déménager l'entreprise, les locaux de l'entreprise à beaucoup plus loin que là où ils sont aujourd'hui, eh ben évidemment que les réalités vont être différentes. Peut-être qu'il y a une personne qui habite plus proche de là où l'entreprise va déménager, qui va recevoir la communication de façon beaucoup plus positive que la personne qui habitait à 5 minutes, où là il va dire j'étais à 5 minutes, maintenant je me retrouve à 1 heure, donc ça va pas être possible si je reste dans mes attentes, souvenez-vous. Je vais être déçu et malheureux, je vais faire 1 heure de route tous les matins, aller-retour et ça va m'énerver. Et donc à ce moment-là, il va falloir que je parte vers l'adaptation. L'adaptation, ça serait quelque chose qui serait plutôt du genre je déménage pour me rapprocher de l'entreprise ou bien je pars vers la rupture et je démissionne, je trouve un autre emploi et je m'en vais. Si je reste dans l'attente, je vais être malheureux et je vais souffrir de garder ce poste qui désormais est à 1 heure de trajet de ma maison. Vous voyez que tout est vraiment connecté. C'était la vidéo d'il y a 2 semaines, je crois, sur les attentes. Vous voyez? Et là, on est en plein dedans. Communication. Finalement, moi, ma réalité ne correspond pas de manière positive à ce qui m'a été communiqué. Eh bien, il va falloir que je m'adapte ou bien que je parte. Mais si je reste dans mes attentes, je serai malheureux et je dirai mon patron il est méchant, pourquoi il a déménagé l'entreprise, c'était super avant, voilà. Et donc le patron, évidemment, quand il va communiquer cette information-là, en fonction des différentes réalités des gens qui vont recevoir le message, eh bien ça va être différent. Nous créons tous une représentation de la réalité, parce que la réalité étant tellement complexe, notre cerveau pour pas griller, eh ben il va limiter les éléments, il va limiter les données de façon à se créer sa propre réalité beaucoup plus étroite. La carte du monde, finalement, ce n'est pas le monde, c'est un petit bout du monde, un petit bout de ta réalité. En fonction des gens, elle sera différente. Il faut vraiment considérer cela et se dire que attention, le plus important dans la communication, c'est le récepteur. C'est pas l'émetteur. C'est pas toi le plus important. Le plus important, c'est
à qui je communique, qui est ma cible, c'est qui la personne en face de moi. Comment est-ce que je peux faire pour que cette personne-là en particulier, avec la réalité qu'elle a et que j'imagine la connaissance de la personne à qui tu communiques, c'est essentiel, on va le voir juste après. Je vais pouvoir lui communiquer le bon message avec les bons mots et surtout la bonne apparence et tout ce qu'il faut pour que le message soit bien retenu et bien reçu. Et là, on va rejoindre le deuxième principe de la communication, c'est la déperdition de contenu. La déperdition de contenu, c'est le fameux téléphone arabe dont je vous ai parlé en introduction. Et là, j'ai fait un petit schéma. Vous allez voir que vous avez le message de départ et ensuite, vous avez ce que vous voulez dire. Alors déjà, parfois, on est un petit peu maladroit quand on veut communiquer un message, surtout si on ne connaît pas ce geste technique qu'est la communication, eh ben on va communiquer de manière un petit peu maladroite. Donc ça va être déjà le premier élément. Ce que je voulais dire, et souvent ça fait un truc du genre, tu vas dire quelque chose à quelqu'un, tu vas le vexer, il va te dire, écoute, tu m'as vexé, hein, et là tu vas lui dire, ah mais c'est pas ce que je voulais dire, sauf que c'est ce que tu as dit, voilà. Et donc le truc, c'est qu'il y a déjà un écart, avant même que le message commence son chemin, tu as déjà un petit problème ici. Ce que je veux dire, c'est déjà un souci. Parce qu'en fonction de ta cible, il va pas falloir le dire de la même manière. Ensuite, en deux, tu as ce que tu dis réellement. Donc, tu voulais dire un truc, tu pensais quelque chose, mais en fait, tu vas utiliser des mots qui vont pas aller avec ce que tu pensais. Donc là, là, ça va être un vrai problème. Ensuite, en trois, ce que le récepteur va entendre. Donc, ton récepteur en face de toi, il va entendre ce que tu dis, mais lui, il n'entend pas forcément ce que toi, tu imagines qu'il entend. Et donc ensuite, le récepteur, il va y avoir aussi ce qu'il comprend. Parce que entre ce qu'il entend et ce qu'il comprend, il y a un gap. Vous voyez le truc, c'est pour ça que c'est tellement difficile de communiquer. Ensuite, tu as ce que le récepteur va retenir de ton message. Et puis enfin, tu as ce que le récepteur va transmettre aux autres de ton message. Donc là, si on se concentre que sur la cible, déjà il y a toi, la partie de voilà, toi tu maîtrises tu contrôles le message sur les deux premiers éléments. C'est-à-dire que là, ce que tu veux dire et ce que tu dis réellement, c'est toi qui as le contrôle là. C'est toi qui es 100% responsable du message. Donc là, tu peux agir. Tu peux agir sur tes mots, sur ton apparence, sur les sens pour essayer de passer le message le mieux possible. Donc tu vas bien réfléchir. Vous voyez, c'est les discours des hommes politiques, ils sont rédigés, je peux vous dire qu'ils sont énormément travaillés, parce que justement, ce que je veux dire et ce que les gens vont entendre, il faut pas qu'il y ait une grosse déperdition, mais elle y sera quand même. Il y aura la déperdition. Si un homme politique du Front National veut communiquer quelque chose de précis à un homme politique de la France Insoumise, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème parce que l'homme politique du Front National, ce qu'il veut dire et ce qu'il dit réellement, l'homme politique de la France Insoumise, il va entendre quelque chose de différent, il va comprendre autre chose, et il va retenir surtout et transmettre encore autre chose, parce que sa réalité, premier principe, ce n'est pas la même, et sa représentation, sa propre carte du monde ne correspond pas, et donc là, ça va être extrêmement compliqué de voir ces deux hommes politiques s'entendre. Alors, vous savez que quand on dit que c'est compliqué, c'est nouveau et c'est technique, donc il va falloir être technique. Il va falloir que l'homme du Front National qui va vouloir communiquer quelque chose à la France Insoumise, il va falloir qu'il soit extrêmement technique. Mais ensuite, on va avoir un problème. On va avoir le problème qui s'appelle la mauvaise foi. Et à partir du moment où la mauvaise foi, elle va venir s'inviter à la conversation, eh bien là, c'est terminé. Il n'y a plus de communication, c'est cuit. Voilà, c'est terminé, c'est cuit. Et là, on rentre encore dans la logique du schéma, attente, adaptation, rupture. En général, c'est plutôt la rupture qui se crée à ce niveau-là. Parce que là, on est sur deux extrêmes. L'idée, c'est d'être sur quelque chose d'un petit peu plus équilibré, un petit peu plus rapproché, où là, tu vas pouvoir utiliser de manière beaucoup plus efficace les techniques de communication. Quand c'est extrême, herbe bleue, herbe verte, vous savez ce qu'on conseille en général, c'est rupture. On n'essaye pas de convaincre les récalcitrants. La communication va être extrêmement efficace à partir du moment où il y a un équilibre, où il y a une recherche sur les deux parties d'un terrain d'entente et d'un compromis. Et là, on va être extrêmement fort. Après, évidemment, quand tu es vraiment très très bon sur les techniques de communication, tu vas quand même être capable de créer du lien, même avec quelqu'un qui va être extrêmement opposé à toi, sauf si il est de mauvaise foi. Donc alors, voyez que là, je ne contrôle plus le message. À partir du point 3, je ne contrôle plus le message. Ce que le récepteur entend, ce qu'il comprend, ce qu'il retient et ce qu'il transmet, ce n'est plus moi qui le contrôle. Moi, je ne contrôle que les deux premiers points, c'est-à-dire ce que je veux dire et ce que je dis réellement. Donc, c'est ces deux points-là que je dois absolument soigner de façon à ce qu'il y ait le moins de déperdition ici possible. Vous voyez que je veux dire une chose,
perte de sens, l'autre a compris autre chose. Et tout ça, c'est la perte de sens. Le message à l'arrivée n'a rien à voir avec le message au départ. Donc, comment est-ce que je peux atténuer justement cette déperdition qui va se créer au fil des étapes? Eh bien, je peux atténuer la perte de sens grâce aux techniques de communication. C'est-à-dire que je vais essayer d'utiliser des langages des mots qui vont être beaucoup plus clairs. Donc, je vais travailler sur la clarté. Je vais travailler sur la connaissance du récepteur. Je vais essayer de me renseigner sur la personne que j'ai en face de moi et comment est-ce qu'elle peut être sensible à d'autres critères de communication que ceux que j'avais imaginés. Je vais souvent reformuler ce que j'ai dit pour savoir si la personne a bien compris. Je peux utiliser également un support écrit qui va me permettre de bien valider les choses par écrit. Comme vous le savez, les écrits restent alors que les paroles s'envolent. Et puis enfin, je vais vérifier avec le questionnement régulièrement que la personne a bien compris ce que j'ai dit. Voilà comment je vais atténuer la perte de sens. Ces techniques fonctionnent pour tout et on doit s'adapter au récepteur. Si mon récepteur, c'est un enfant de 5 ans qui ne range jamais sa chambre et au bout d'un moment, t'en as un petit peu marre parce que c'est toi qui ranges la chambre, eh bien à ce moment-là, tu vas être le plus clair possible, tu vas lui expliquer très clairement avec des mots qui sont à son niveau, parce que si tu commences à parler avec des mots savants qu'elle ne comprend pas, ça va pas fonctionner. Donc, tu vas utiliser des mots simples et très clairs. Ensuite, tu vas valider. Tu sais que ton interlocuteur, c'est un enfant qui a 5 ans, donc tu connais tu connais le récepteur et tu sais que son niveau, eh bien, il est à un niveau d'un enfant de 5 ans. Tu ne vas pas lui parler comme un adulte de 50 ans. Tu vas reformuler, tu vas vérifier que ton enfant a bien compris. C'est pour ça qu'on dit très souvent, grâce justement au sens de la vue, de se mettre à la hauteur de son enfant, de le regarder dans les yeux, parce que ça va communiquer un message différent. Alors que si t'es dos à lui en train de lui dire « Oui, il y en a marre maintenant, tu ranges jamais sa chambre, ça fait 5 fois que je te le dis et j'en ai marre et je n'en peux plus et tu n'obéis pas et c'est inadmissible », et ben là, l'enfant, il ne capte absolument rien. T'es dans les cris, t'es dans les reproches, le cerveau s'est verrouillé, c'est cuit. Mauvaise communication. Une bonne communication, c'est lui expliquer très clairement, les yeux dans les yeux, à son niveau, peut-être assis à table, là, ici, voilà. Tu le mets moi, c'est ce que je faisais avec mon fils. Je l'asseyais devant moi et je dis « Alors, qu'est-ce que tu penses de la situation ?» Mais comme si c'était un petit peu un entretien de recrutement. Mais avec ces mots, en me mettant à son niveau, en essayant de l'amuser, de rigoler et de lui apprendre des choses. Si tu n'essayes pas de lui apprendre quelque chose de nouveau, eh bien à ce moment-là, ton enfant, il est déjà en train de jouer avec son camion de pompier dans sa chambre au niveau de son mental et de son imaginaire. Après, tu vas vérifier en lui posant des questions s'il a bien compris. Et enfin, tu vas écrire un contrat, c'est génial de les écrire. Tu vas écrire, à partir d'aujourd'hui, la chambre doit être bien rangée, machin, truc. Et tu vas lui lire avec lui, tu viens, regarde ce que j'ai écrit là. Est-ce que tu as une signature? Ben non, je sais pas. Bah tu peux signer avec un dessin. Ok, et il va signer le document. Et le document, tu vas le prendre et tu vas le coller sur sa chambre et ça va être super. Parce que là, tu as vraiment un support écrit qui va être tout à fait responsabilisant pour lui. Alors évidemment, tu vas pas le faire à 2 ans et à 3 ans, mais à partir de 5 ans, tu peux déjà commencer à bosser ça. Et ensuite, au fil des années qui vont suivre, eh ben, tu vas pouvoir le déployer systématiquement. Donc là, je vous ai juste donné un exemple d'application de l'atténuation de la perte de sens. Clarté, connaissance du récepteur, reformulation, utiliser du support écrit et puis vérifier. Ça fonctionne exactement de la même manière quand tu fais une communication collective. Communication collective, c'est le même principe. Il faut essayer d'être le plus clair possible, essayer de s'adapter aux réalités des différentes personnes qui vont recevoir ce message, essayer d'utiliser des supports écrits qui vont vraiment formaliser les choses, et puis poser des questions aux personnes pour savoir si elles ont vraiment compris le message de départ et ce que tu voulais dire par rapport à ce que tu as dit réellement, finalement, vis-à-vis de ces personnes. Troisième principe, il est impossible de ne pas communiquer. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Ça rejoint ce que je disais au début. Comme on reçoit le message avec nos sens, tu ne peux pas ne pas communiquer. Quand tu invites une personne chez toi, si ça sent mauvais, si tu as mis du parfum, tu communiques aussi. Tu fais « Ah, il a fait un effort ». Ah, mais il a fait aucun effort, ça sent mauvais. Si tu invites une personne chez toi, tu vas communiquer avec l'odeur de ton appartement. Tu vas communiquer avec ta décoration. Tu vas communiquer avec le son. Si le gars, il arrive chez toi et puis il entend des travaux en bas d'un gars qui fait de la perceuse, il dit, putain, c'est insupportable de rester chez toi. Allez, on va sortir, on va aller au restaurant. Ta femme rentre du travail, elle est en train de pleurer, elle est en train de communiquer alors qu'elle n'a pas ouvert la bouche, elle n'a dit aucun mot. Tu communiques tout le temps, tu ne peux pas ne pas communiquer, c'est impossible. Si tu comprends ça, déjà, tu sais que dès que tu vas faire quelque chose, tu communiques. Même quand tu ne fais rien, tu communiques aussi. Moi, j'ai eu une adolescence assez bougonneuse, c'est-à-dire je faisais tout le temps la tête, et bien je communiquais à mes parents. Alors j'ai pas eu une adolescence où je me suis drogué, j'ai bu de l'alcool, et j'ai fait des grosses bêtises, non. J'avais je m'en souviens très bien, je faisais tout le temps la gueule. Tout le temps. Entre 14 et 17, je faisais tout le temps la gueule à table, tout le temps. À mes parents, tu comme ça.
Je faisais la tête, voilà, c'était comme ça. Et donc le truc, c'est que je communiquais. Je communiquais en faisant la tête. Alors qu'est-ce que j'essayais de communiquer honnêtement, je m'en souviens pas. Mais franchement, voilà, je cherchais ma place, ou bien j'étais pas d'accord avec mes parents, j'en sais rien. Mais plutôt que de dire à mes parents, écoutez, moi j'ai besoin de trouver ma place, j'ai besoin d'avoir de l'espace, bah non, je faisais la tête. C'est la stratégie que j'avais mis en œuvre à ce moment-là, mais sans avoir mis une stratégie réellement en place, puisque c'était plutôt l'inconscient qui parlait, puisque je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui en matière de communication. Et évidemment que j'aurais fait les choses différemment si j'avais eu ces connaissances que j'ai aujourd'hui. Et évidemment que ça fonctionne aussi dans la communication collective. Tu fais une réunion avec 10 personnes et t'en as un qui fait la tête dans un coin, qui dit rien, il communique. Et donc, il va falloir aller chercher de l'information auprès de cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu dis rien. Qu'est-ce que t'en penses? Qui ne dit mot ne consent pas. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, souvent on dit qui ne dit mot consent, c'est absolument faux. Il faut aller à la recherche de l'information. Comment tu le sais qu'il est d'accord s'il ne dit rien? S'il ne dit rien, tu sais pas s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord. Il faut que tu lui poses la question et c'est comme ça que tu vas pouvoir obtenir une réponse et un retour assez fiable sur ce qu'il pense réellement. Après, il peut aussi maquiller la réalité, mais c'est à toi d'être suffisamment efficace avec tes techniques de communication pour justement aller chercher quelque chose de vraiment fiable. Alors, quatrième principe de la communication, il faut également communiquer quand tu n'as rien à dire. C'est important. Pourquoi? Une fois de plus, toi, tu es un être de lien. L'être humain est un être de lien et il attend ça. Un être de lien attend du lien et donc il attend de la communication. Il attend qu'on mette quelque chose dans la coupelle du lien. Le lien que tu as ton ordinateur, tu as toi. Et au milieu, il y a le lien. Qu'est-ce que met l'ordinateur dans le lien? Qu'est-ce que toi, tu mets dans le lien? Toi, tu mets dans le lien avec le PC le fait que tu t'en occupes bien, que tu fais attention à pas aller mettre des virus dans ton ordinateur. Tu vas pouvoir faire la poussière sur ton clavier, j'en sais rien. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu mets, toi, dans le lien avec ton ordinateur? Et que met l'ordinateur dans le lien avec toi? Ben, c'est très simple. Il vous met les petits trucs ronds qui tournent. Vous voyez le Windows 11 ou Windows 10, vous avez toujours des petits sabliers, des petites choses. Pourquoi? Parce que tu es en attente de communication. Si tu fais quelque chose sur ton ordinateur et qu'il ne se passe rien, tu sais pas ce qui se passe et ça t'agace. Et c'est-à-dire que tu vas commencer à appuyer sur tous les boutons, alors que si l'ordinateur te met un petit truc qui tourne comme ça, tu dis « Ah, il est en train de travailler, c'est bon. Il me communique qu'il est en train de faire quelque chose, donc il faut que j'attende et que je sois patient. » Si au bout d'un moment, le petit rond, il s'arrête plus de tourner pendant 2 heures, eh bien à ce moment-là, tu dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, tu vas repartir en recherche de solutions parce que tu comprends pas pourquoi est-ce que le truc, il s'arrête pas de... Et évidemment que ce principe du fait qu'il faut communiquer aussi quand on n'a rien à dire, c'est évidemment utilisé par le système d'exploitation. Et vous avez aussi quelque chose qui a été rajouté qu'il n'y avait pas avant sur les ascenseurs. Maintenant, vous avez un petit bouton tout en haut avec les étages qui défilent. Pourquoi? Parce que quand tu appuies et que tu as juste le bouton qui clignote en jaune, 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 bah les gens, ils font quoi? Ils pensent qu'en appuyant plus fort et plus rapidement sur le bouton, eh ben l'ascenseur, il va descendre plus vite. Bah non, tu vas appuyer sur le bouton une seule fois, ça a donné un message mécanique. L'ascenseur a enregistré un appel et donc il va se déplacer jusqu'à l'étage de l'appel. Mais si tu mets un petit truc au-dessus de l'ascenseur qui te dit j'étais au 8e, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, RC, rez-de-chaussée, tu vas pas appuyer sur le bouton parce que tu sais, il y a une communication qui arrive par tes yeux, le visuel, et donc tu sais que ça arrive. On a même une communication qui fait ting, ting, ting. Il y a certains ascenseurs où tu as le son comme ça et tu sais que tu as passé un étage. Et donc ça, c'est aussi très efficace pour te faire patienter et t'éviter de cliquer 50 fois sur le bouton. Donc c'est vraiment important de communiquer aussi quand tu n'as rien à dire. Pour quelque chose qui concerne plus la relation entre un homme et une femme ou deux personnes humaines, eh bien à ce moment-là, tu vas pouvoir dire à la personne, tiens, bah bonjour, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment ça s'est passé ta soirée? Machin. Je vais communiquer. Je vais faire ce que j'appelle de la métacommunication. La métacommunication, c'est quelque chose qui est super efficace. Tu vas communiquer sur la communication elle-même et sur ta manière de faire. Et donc ça, c'est très efficace. C'est-à-dire que tu vas écrire quelque chose et tu vas dire, ah bah j'ai super bien écrit, j'ai bien arrondi mes lettres, je trouve que je suis vraiment très très soigneux sur ce document que je viens de faire. Et ça va monter ton estime de soi. Pourquoi? Parce que ça va toucher l'inconscient. C'est une communication que tu fais avec toi-même et qui rejoint ce principe qui est de dire, tu dois communiquer même quand tu n'as rien à dire. Quand tu fais ce petit document, voilà, t'as pas forcément à dire que je me suis appliqué, je suis très content du résultat et je suis fier de mon travail. T'as pas forcément envie de dire ce genre de choses. Mais si tu le fais, tu communiques alors que tu n'as rien à dire et ça monte ton estime de soi.
c'est de la métacommunication. Sur de la communication collective, c'est exactement le même principe. Tu dois communiquer même quand tu n'as rien à dire, c'est-à-dire que tu vas envoyer des documents aux personnes en leur disant où est l'avancée du projet. Tu vas expliquer aux personnes que voilà les différentes étapes du déménagement, où on en est, on va déménager à tel moment, il faudra faire ces cartons entre telle et telle date, voilà comment ça va se passer, je vais vous nommer un responsable par étage de façon à ce que les choses puissent se faire correctement. La semaine prochaine, on a une cellule justement pour les personnes qui se posent des questions sur le fait de déménager ou pas déménager. Est-ce qu'il y aura des facilités pour stationner les véhicules? Il faut communiquer pendant l'avancée du projet quand tu es fait de la communication collective. Cinquième principe de la communication, c'est le récepteur est le plus important dans la communication. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas toi le plus important dans la communication, c'est le récepteur, parce que si tu te soucies du récepteur et que tu as suffisamment d'informations sur lui et que tu sais qui il est et à quoi il est sensible, tu vas communiquer de la manière la plus efficace possible pour qu'il comprenne le message et qu'il n'y ait pas de déperdition. Parce que tu vas t'adapter à lui. Et c'est ça le plus important dans la communication, c'est de savoir à qui tu t'adresses. Je peux vous dire qu'un escroc, il ne s'adresse pas à tout le monde. Il va cibler les personnes très précisément parce qu'il va cibler les personnes qui vont être les plus sensibles à son attaque. Il ne va pas cibler n'importe qui. Et c'est exactement pareil quand toi tu vas faire de la communication. Tu dois savoir à qui tu t'adresses de façon à adapter ta communication à la personne qui est en face de toi. Tu ne vas pas t'adresser de la même manière à une personne qui est malheureuse et triste et qui est en train de pleurer qu'à une personne qui est heureuse et où tout va bien dans sa vie pour dire le même message. Tu vas prendre ce qu'on appelle des pincettes dans le premier cas, alors que sur le deuxième, tu pourras utiliser une communication un petit peu plus légère. Qui est la personne à qui tu vas communiquer le message? Comment elle fonctionne? Et comment est-ce que tu peux faire pour que cette personne-là en particulier reçoivent le mieux le message. Donc tu dois récupérer de l'information, tu dois faire une enquête sur elle, bien comprendre sa réalité pour être le plus efficace possible dans ta communication. C'est une partie qui n'est pas simple. C'est une partie qui n'est pas simple. L'information, c'est le nerf de la guerre finalement. Quand tu as l'information, quand tu sais exactement quel est le profil de la personne, sa typologie, sa philosophie de vie, comment elle fonctionne, quand tu vas lui parler, elle va tout comprendre. Tu veux vendre quelque chose, tu vas pas vendre une chose qui va régler un problème à une personne qui n'a pas ce même problème. Si je m'adresse à une personne pour lui dire je vais t'aider à arrêter de fumer et que la personne elle me dit moi je fume pas, peu importe la communication que je vais faire derrière pour l'aider à arrêter de fumer, elle va pas m'écouter. Mais moi je fume pas, je ne suis absolument pas sensible à tous les arguments que tu vas me donner pour me dire que c'est important d'arrêter de fumer, je m'en fous. Si je veux vendre des prestations d'arrêt tabac, il va falloir que je m'adresse déjà aux personnes qui fument. Et ensuite dans ces personnes qui fument, il va falloir que je m'adresse à une niche de ces personnes qui fument qui sont éventuellement plus sensibles que les autres à l'accompagnement avec l'hypnose. Et voyez que le message ne sera pas le même. Une personne qui aime l'hypnose, qui connaît l'hypnose depuis longtemps et qui est sensible au sujet, à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile de communiquer des arguments pour l'arrêt tabac en hypnose avec cette personne. Et quelqu'un qui fume depuis 30 ans, qui a 60 ans et qui croit pas en l'hypnose, qui trouve que les hypnothérapeutes c'est des charlatans et que ça fonctionne pas, ça sera pas du tout les mêmes arguments, ça fonctionnera pas de la même manière. Donc très important de bien se caler sur le récepteur parce que c'est lui qui va influencer toute ta stratégie en matière de communication. Enfin, le dernier principe, c'est de comprendre que la communication ne peut pas tout. La communication a ses limites. Vous voyez, le sixième principe est important à intégrer parce que parfois, tu vas pouvoir utiliser les bonnes méthodes, les bonnes stratégies de communication, le bon message, utiliser tout ce que tu peux pour que les choses se passent le mieux possible, mais malheureusement, tu n'obtiendras pas de résultat. C'est la limite du changement de Jarosson qui explique que le changement, c'est de l'action. Alors, tu peux communiquer, tu peux dire à ta femme que tu l'aimes le mieux possible, mais si derrière, dans les faits et dans les actes, ce n'est pas représenté, eh bien à ce moment-là, la communication va disparaître. Elle va disparaître comme du sable qui te glisse entre les mains. Tu dis je t'aime, je t'adore, c'est ce qu'on appelle la dissonance entre l'action et ce que tu dis. Je fais ce que je dis ce que je fais et ça, il y a un vrai écart qui fait que les gens vont le remarquer. Ils vont dire attends, tu dis tout le temps qu'il faut être respectueux, qu'il faut aimer son prochain, etc. Mais quand on te sollicite pour nous aider et nous accompagner sur un sujet, tu nous envoies bouler ou bien tu es agressif. Et donc à ce moment-là, il y a une dissonance, il y a quelque chose qui ne va pas entre ton action, ce que tu fais et ce que tu dis. Et c'est pour ça que la communication a ses limites. Si le chef d'entreprise, il dit écoutez, on va déménager les locaux de l'entreprise, mais qu'au bout d'un an, il ne s'est rien passé, les gens ils vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Il se passe rien. Je vois pas qu'il y a des démarches qui ont été effectuées pour qu'on fasse le déménagement, qu'on range nos colis, qu'on range nos bureaux, etc. Donc monsieur, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, on est là à se demander ce qui va se passer pour nous, si on doit déménager ou pas. Donc il y a un petit souci. Donc c'est pour ça que là, il va y avoir un gap qui va être très important. Donc si tu veux bien communiquer, il faut que tu soignes ça. Il faut que tu soignes cette cohérence entre ce que tu dis
et ce que tu fais. Et là, ça va être tout à fait efficace, puisque forcément, si tu dis le 1er janvier que tu vas faire du sport parce que tu sens que c'est important pour toi, mais que ta femme, au bout d'un mois, elle voit que tu n'as rien fait, et bien à ce moment-là, elle va dire, bah oui, bah, voilà, c'est du vent comme d'habitude. C'est ce qu'on appelle les bonnes résolutions qui servent à rien. Tu communiques quelque chose de positif à quelqu'un, dans les faits, tu le fais pas, et la personne, elle te regarde et fait, ouais, bon, voilà, c'est du flan comme d'habitude, et donc là, tu perds énormément en crédibilité. Alors que lorsque tu l'as communiqué, peut-être que tu l'as communiqué de façon extrêmement efficace et que les gens ont tout à fait compris ton message. Mais si derrière, ce que les gens voient de tes actions n'est pas en conformité et en corrélation avec ce que tu as dit, c'est cuit, ta communication, elle ne sert absolument à rien. Voilà pour ces 6 grands principes de la communication qu'il faut bien comprendre. Revoyez cette vidéo plusieurs fois, ça me fera plus de vues. Mais il faut bien les comprendre parce que derrière, on va travailler vraiment les techniques de communication et toutes les techniques de communication sont basées sur ces 6 principes. À partir du moment où tu respectes ces 6 principes, tu vas être extrêmement efficace. Mon action, elle est connectée à ce que je dis. Les gens voient que quand je dis quelque chose, derrière, je le fais. Je le communique le mieux possible. Pourquoi? Parce que je m'intéresse à mon récepteur. Et donc, je sais qui il est et je sais qu'est-ce qu'il va faire qui va être plus sensible aux mots que je vais lui dire. Qu'est-ce qui fait qu'il va être sensible à ce que je vais lui dire? Quels sont les mots que je vais devoir choisir pour qu'il soit vraiment très sensible? Pourquoi il sera sensible? Parce que j'ai l'information sur qui il est, je sais comment il fonctionne et donc je vais utiliser les bons mots comme la bonne clé. J'ai une serrure, il faut que j'utilise la bonne clé dans la serrure pour pouvoir ouvrir la porte, sinon ça ne fonctionnera pas. Je ne peux pas ne pas communiquer, donc je vais vraiment soigner tout ce qui est paraverbal. Je vais soigner tout ce qui est paraverbal parce que ça va influencer le récepteur de mon message. Le fait de communiquer, y compris quand tu n'as rien à dire, permet aussi de rassurer les gens dans ton entourage et puis permet aussi de faire ce qu'on appelle de la métacommunication qui va aussi t'aider à augmenter ton estime de soi. La métacommunication, c'est quelque chose qui est aussi efficace dans le travail sur l'anxiété. Et enfin, je vais utiliser des techniques qui vont éviter que le message perde trop de sens au fil du temps. C'est-à-dire qu'on revient sur notre petit schéma, je vais utiliser la clarté, la connaissance du récepteur, la reformulation, les supports écrits et la vérification avec le questionnement pour éviter qu'il y ait une perte de sens entre ce que je voulais dire et ce que l'autre va comprendre parce que finalement, ce que je voulais dire et ce que je dis réellement, déjà, il y a un petit gap, mais je le contrôle et ensuite, je perds le contrôle de mon message parce que le récepteur va entendre quelque chose de différent, va comprendre autre chose, il ne va retenir qu'un tout petit bout de mon message et il va transmettre quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai dit au départ. Donc ça, il faut être extrêmement vigilant avec ce truc-là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On va continuer avec cette série sur la communication et en même temps, j'intercalerai une vidéo sur le travail sur les yeux, la 3e vidéo. Comme ça, on aura les 3 vidéos de la série. Et vous pourrez donc alterner ces 3 exercices lundi, mardi, mercredi. Puis on recommence au départ, jeudi, vendredi, samedi. Et le dimanche, je me repose. Comme d'habitude, si vous trouvez que cette vidéo est très intéressante pour vous, bah vous vous abonnez. Et puis si vous pensez qu'autour de vous, il y a une personne qui pourrait être intéressée par le contenu que j'ai partagé dans cette vidéo, eh bien, je vous invite à lui envoyer, ça lui fera plaisir. Je vous dis à bientôt.